Je m'appelle Daniel Johnson. J'ai 28 ans. Et lors du dîner de fiançailles de mon propre frère, ma famille a découvert que le fils qu'ils avaient catalogué comme un geek bizarre de l'informatique était le PDG secret d'une entreprise qui venait d'être rachetée pour 300 millions de dollars. Avant de vous raconter le silence de mort qui s'est abattu sur ce restaurant chic sur le toit, l'expression sur le visage de mon père lorsque son monde s'est effondré, faites-moi savoir d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. C'est toujours gratifiant de voir jusqu'où une histoire peut voyager. Tout s'est passé au Signature Room, au 95e étage du John Hancock Building à Chicago. Si vous y êtes déjà allé, vous savez que la vue est époustouflante. Toute la ville s'étend sous vos pieds, un tapis de lumière scintillante qui semble s'étendre à l'infini. C'est le genre d'endroit où vous emmenez quelqu'un que vous voulez impressionner, un endroit qui crie « Nous avons réussi ». Ce soir-là, ma famille avait certainement réussi. Je faisais juste partie du voyage. Je me sentais comme un corps étranger, un meuble qui ne correspondait pas au décor. Mon frère, Michael, l'enfant chéri, rayonnait en bout de table. Il était un nouveau résident au Northwestern Memorial, et il portait son succès aussi facilement qu'il portait son costume sur mesure. Son bras était enroulé de manière possessive autour de sa fiancée, Sarah Parker, une femme qui rayonnait d'une intelligence calme et redoutable. Mes parents, le docteur Robert Johnson et Victoria Johnson, avocate, étaient assis de part et d'autre d'eux, tenant court comme les fiers monarques d'une dynastie comblée. Ils étaient dans leur élément. Moi, en revanche, j'étais relégué à l'extrémité de la table, l'avant-poste colonial lointain de l'empire familial. Ma compagne de dîner était ma grand-tante Margaret, une femme qui communiquait par une série de soupirs et de déclarations sur sa santé défaillante et ses hydrangées apprimées. Alors, Daniel, commença-t-elle, sa voix un murmure fort qui portait à mi-chemin de la table. Elle me regarda d'un air sévère par-dessus ses lunettes à double foyer, une pratique courante qui me donnait l'impression d'être un spécimen sous un microscope. Votre mère me dit que vous bricolez toujours avec ces ordinateurs. Est-ce un emploi à temps plein maintenant ou plutôt un passe-temps? Je serrai mon verre d'eau, forçant un sourire qui semblait tendu et artificiel. Quelque chose comme ça, tante Margaret. Je dirige une petite entreprise technologique. Oh, c'est gentil, gazouilla-t-elle, avec le même enthousiasme vide qu'elle aurait si je lui disais que je m'étais mis au macramé. Est-ce que c'est ça? Le garçon de mon voisin, Kevin, fait du support informatique. Il dit que c'est assez stable. Il a réparé mon imprimante la semaine dernière. Un garçon charmant. J'ai juste hoché la tête et murmuré, c'est super. Il était toujours plus facile d'être d'accord avec leur version de moi que d'essayer d'expliquer la réalité. Pendant toute ma vie, la perception de mon travail par ma famille était obstinément figée dans le temps. Dans leur esprit, j'avais perpétuellement 15 ans, enfermé dans ma chambre, entouré de fils emmêlés et de la lueur d'un écran, jouant à des jeux informatiques. Ils n'avaient aucun cadre pour comprendre ce que j'avais réellement construit. Plus important encore, ils n'avaient aucun intérêt à en créer un. C'est alors que j'ai remarqué que Sarah, la brillante fiancée de mon frère, me fixait. Elle n'avait pas participé à l'interrogatoire de tante Margaret, mais ses yeux étaient fixés sur mon visage avec une intensité troublante. En tant qu'avocate d'affaires dans un cabinet prestigieux du centre-ville, elle était généralement l'incarnation du sang-froid. Mais en ce moment, elle avait l'air d'avoir vu un fantôme. Son visage était pâle sous son maquillage élégant, sa bouche légèrement entr'ouverte. Elle me regardait, mais j'avais l'impression distincte qu'elle voyait quelqu'un d'autre complètement. Mon père, inconscient, leva sa flûte de champagne. Sa voix, conditionnée par des années de discours d'ouverture lors de conférences médicales, résonna à travers la table. Et à Michael, pour non seulement avoir suivi mes traces dans le domaine médical, mais aussi pour avoir eu le jugement impeccable d'amener une femme merveilleuse comme Sarah dans notre famille. Des applaudissements polis se répandirent dans notre section. Il rayonnait. Puis ses yeux me trouvèrent au bout de la table. Un sourire condescendant familier joua sur ses lèvres. Et à Daniel, ajouta-t-il après coup, qui bricole toujours avec ses ordinateurs. Mais bon, chaque famille a besoin d'un informaticien pour réparer le Wi-Fi, n'est-ce pas? Une vague de rire sycophante suivit. C'était comme un millier de minuscules aiguilles qui me piquaient la peau, une douleur familière à laquelle je m'étais habitué, mais le rire mourut brusquement. Il fut éteint par le doux bruit d'une fourchette posée sur une assiette en porcelaine. Le son était si petit, mais dans le silence soudain, il était aussi fort qu'un coup de feu. C'était Sarah. Elle avait baissé sa fourchette, et l'expression sur son visage n'était plus seulement du choc.
C'était une prise de conscience naissante. Elle regarda de mon père à mon frère, puis ses yeux, grands ouverts avec un mélange d'incrédulité et de quelque chose d'autre que je ne pouvais pas tout à fait lire, se posèrent de nouveau sur moi. « Attendez une minute, dit-elle. » Sa voix n'était pas forte, mais elle fendit l'air avec la précision d'un scalpel. « Vous êtes Daniel Johnson. » Mon père gloussa, agitant sa main d'un air méprisant. « Bien sûr que si. C'est mon fils. Il vient de vous le dire. » Sarah secoua lentement la tête, son sang-froid professionnel complètement brisé. « Non, dit-elle, sa voix baissant à un murmure qui sembla aspirer tout l'air de la pièce. Vous êtes le Daniel Johnson de Techvision AI. » Le sourire de mon père vacilla, la confusion obscurcissant ses traits. « Tech ? Quoi ? Sarah ? De quoi parlez-vous ? C'est une sorte de blague privée. » Je ne répondis pas. Je me contentais de soutenir le regard de Sarah. Le secret que j'avais gardé pendant des années, non pas par malice, mais par souci de conservation, était sur le point d'être détonné. La bombe était armée. Elle prit une profonde inspiration stabilisatrice, l'avocate en elle reprenant le contrôle, se préparant à présenter une affaire indéniable avec une pièce à conviction clé. Elle regarda directement mon père, ses yeux clairs et inébranlables. « Docteur Johnson, dit-elle, sa voix résonnant maintenant avec clarté et un soupçon d'incrédulité face à ses propres paroles. Le bricolage avec les ordinateurs dont vous venez de plaisanter, c'est l'entreprise que mon cabinet, Urban Dynamics, vient de finaliser l'acquisition il y a 2 jours. » Elle fit une pause, laissant le poids de ses mots se déposer avant de porter le coup final. « Nous avons acheté Techvision AI pour 300 millions de dollars. » Silence de mort, absolu. Le monde sembla s'arrêter. Les bavardages des autres tables, le cliquetis des verres, la douce musique du salon, tout s'estompa en un grondement sourd et lointain. Il n'y avait que le silence stupéfait à notre table, un vide d'incrédulité. Le visage de mon père, un visage que je n'avais jamais vu projeter que l'autorité et une confiance inébranlable, était complètement vide. La main de ma mère vola à sa bouche, un geste de choc pur et sans mélange. Michael se contenta de regarder fixement, la mâchoire lâche, la tête oscillant d'avant en arrière entre moi et sa fiancée, comme s'il regardait un match de tennis qu'il ne pouvait pas comprendre. La note de bas de page venait de devenir le titre. Le fantôme venait de se matérialiser au centre de la pièce. Et l'histoire de la façon dont nous en sommes arrivés là allait être traînée, se débattant et criant, à la lumière. Pour comprendre la profondeur de ce silence, la gravité absolument bouleversante de celui-ci, vous devez voyager en arrière avec moi. Vous devez comprendre ce que l'on ressent lorsqu'on est une anomalie dans une famille qui s'enorgueillit de son uniformité. Vous devez voir les 1000 petites coupures qui ont mené à cette unique blessure massive. Ma famille est une dynastie de Chicago construite sur 2 piliers, la médecine et le droit. Mon père, le docteur Robert Johnson, est un neurochirurgien dont la réputation est aussi irréprochable que les instruments en acier qu'il manie. Il évolue dans le monde avec la certitude inébranlable d'un homme qui tient littéralement la vie et la mort entre ses mains. Ma mère, Victoria Johnson, est associée dans un cabinet d'avocats qui occupe 3 étages d'un gratte-ciel surplombant le lac Michigan. Son esprit est une forteresse de logique et de précédents. Le succès pour eux était un chemin clairement défini, non négociable. C'était une éducation dans la Ivy League, un diplôme professionnel, un bureau d'angle, une adhésion à un country club. Et puis il y avait mon frère, Michael. Il n'était pas seulement sur le chemin, il était le chemin. Il était charmant, athlétique et brillamment brillant dans les domaines qui comptaient pour eux. Dès le moment où il a pu parler, il était destiné à être le docteur Michael Johnson. Il ne les a jamais déçus. Il était leur reflet parfait, leur héritage assuré. Et puis il y avait moi. Je n'étais pas un reflet, j'étais une distorsion. Je ne voulais pas disséquer une grenouille, je voulais déconstruire une carte mère. Je ne me souciais pas du club de débat, je me souciais de la syntaxe élégante du C++. Alors que Michael était célébré pour avoir marqué un but au soccer, j'étais dans ma chambre à m'enseigner l'apprentissage automatique à partir de forums en ligne et de manuels open source. Mon monde était un univers de portes logiques, de réseaux neuronaux et de la possibilité infinie d'une ligne de commande vierge. Pour moi, c'était la chose la plus belle et la plus puissante au monde. Pour eux, c'était une déviance étrange et légèrement embarrassante. Les incidents se confondent en un long montage de rejet. Il y a eu cette fois où j'avais 13 ans et où le tout nouvel ordinateur portable haut de gamme de mon père, celui qui contenait toutes ses recherches pour une conférence importante, a été complètement bloqué par un virus.
Il était apoplectique, une tempête de fureur dans son bureau au panneau d'acajou. Ma mère était au téléphone, sa voix tendue, essayant de trouver un service de soutien technique 24 heures sur 24 qui ferait une visite à domicile. Je me suis tenu dans l'embrasure de la porte. Je peux le réparer, dis-je doucement. Mon père se tourna vers moi, le visage rouge de stress. Daniel, pour l'amour de Dieu, sors d'ici. C'est un équipement à $2000, pas un de tes petits jouets. C'est un virus polymorphe qui s'est attaché à l'enregistrement de démarrage principal, dis-je, récitant ce que j'avais diagnostiqué d'un simple coup d'œil au code d'erreur. L'antivirus ne peut pas le voir. Vous devez supprimer manuellement la partition et reconstruire le secteur de démarrage à partir d'une invite de commande. Il me fixa, sa colère momentanément remplacée par la perplexité. De quoi diable parles-tu? Laissez-moi simplement essayer, insistai-je. Qu'avez-vous à perdre? Il soupira, vaincu, et me fit signe de m'approcher du bureau. Pendant les 20 minutes suivantes, un silence tendu emplit la pièce, ponctué seulement par le clic-clic-clac des touches alors que mes doigts volaient sur le clavier. Lui et ma mère se tenaient derrière moi, regardant comme si j'accomplissais un rituel occulte. Et puis c'est arrivé. L'écran vacilla. Les messages d'erreur corrompus disparurent. Et la sonnerie de démarrage familière de Windows emplit la pièce. Son bureau apparut, l'icône de sa présentation se trouvant juste là où il l'avait laissée. Je me suis penché en arrière sur la chaise, une vague de fierté m'envahissant. J'avais terrassé le dragon. J'ai levé les yeux, m'attendant, je ne sais pas à quoi, un remerciement? Un moment d'émerveillement? Mon père s'éclaircit simplement la gorge, son sang-froid retrouvé. Il me poussa hors de la chaise. Bon, bien. Maintenant, au lit. Tu as passé assez de temps sur cet écran pour une journée. Il n'en a plus jamais parlé. Mais 2 semaines plus tard, lors d'un dîner, il a passé 10 minutes à raconter à ses collègues une histoire sur la façon dont Michael s'était intelligemment sorti d'une retenue. Mon petit miracle était un inconvénient qui avait été résolu. L'acte de rébellion mineure de Michael était un signe de future brillance en tant qu'avocat. C'était le calcul familial. Ses victoires étaient célébrées. Mes victoires étaient simplement attendues, ou pire, ignorées. Ce n'était pas seulement de la négligence. C'était une campagne active de découragement. Au cours de ma 3e année, ma professeure d'informatique, Madame Rivera, une femme fougueuse et brillante qui a été la première adulte à parler ma langue, m'a poussé à participer à un concours de programmation à l'échelle de la ville. J'ai conçu une IA rudimentaire qui pouvait apprendre et jouer aux échecs. Ce n'était pas parfait, mais c'était innovant. La veille du concours, mon père m'a fait asseoir. Daniel, dit-il, sa voix empreinte de ce ton familier de déception lasse. J'ai parlé avec votre professeur de chimie aujourd'hui, un C+. Ce n'est pas acceptable. Je pense que vous devez passer moins de temps sur ces distractions informatiques et plus de temps sur votre travail scolaire réel, les matières qui construiront un avenir réel. C'est important pour moi, papa, ai-je argumenté. Ce qui est important, dit-il, sa voix se durcissant, c'est d'entrer dans une bonne université, et ce jeu d'échecs à vous ne vous fera pas entrer dans une bonne université. Je suis allé au concours quand même. J'ai obtenu la 2e place. Quand je suis rentré à la maison avec la médaille d'argent, ma mère l'a regardé et a dit, « Oh, c'est gentil, chérie. As-tu pensé à sortir le recyclage ?» La rupture finale et irrévocable a eu lieu lors de ma dernière année. J'ai mis tout ce que j'avais dans un projet pour le concours de programmation d'IA de l'État de l'Illinois. C'était un algorithme qui pouvait prédire les besoins d'inventaire pour les magasins de détail avec une précision de 94%, un bond en avant massif par rapport aux logiciels commerciaux existants. Madame Rivera était extatique. Daniel, avait-elle dit, ce n'est pas un projet d'école secondaire. C'est une entreprise. Les finales d'État étaient un samedi en mai. C'était l'événement le plus important de ma vie scolaire. Une semaine auparavant, ma mère a fait une annonce au dîner. Excellente nouvelle. Nous organisons une fête pour Michael. Sa lettre d'acceptation anticipée au programme de pré-médecine à Northwestern vient d'arriver. Nous sommes si fiers. Mon cœur s'est serré, mais j'ai forcé un sourire. C'est génial, Mike. Je suis vraiment heureux pour toi. Puis je me suis tourné vers ma mère. Quand est la fête? Elle rayonna. Nous la faisons traiteur. Tous les parents viennent. C'est samedi après-midi prochain.
Ce sera une merveilleuse célébration d'une véritable réussite. L'expression véritable réussite était une fléchette délibérée, et elle a trouvé sa cible. L'air a quitté mes poumons. Samedi? Maman, c'est le jour de mes finales d'état. Je vous en ai parlé. Je l'ai mis sur le calendrier de la cuisine. Elle agita une main méprisante, un geste d'invalidation pur et sans effort. Oh, Daniel, cette chose informatique. Honnêtement, dans l'ensemble des choses, est-ce vraiment si important? Votre frère a assuré son avenir. C'est ce qui compte. Ne soyez pas égoïste. Égoïste. Il y avait ce mot encore une fois. Vouloir mon propre moment, mon propre petit coin de soleil, était égoïste. Ainsi, ce samedi ensoleillé, alors que ma famille se réunissait dans notre jardin soigné pour célébrer mon frère, j'ai pris 2 autobus jusqu'au campus de l'Université de l'Illinois seul. Je me suis assis dans un grand auditorium calme rempli de l'énergie nerveuse d'une centaine d'autres enfants comme moi. J'ai présenté mon projet. J'ai répondu aux questions de juges qui étaient de vrais professeurs et des professionnels de l'industrie. Ils ne voyaient pas un passe-temps, ils voyaient le potentiel. Et j'ai gagné la première place. Ils m'ont remis un trophée lourd, plaqué or, et un chèque de $5000. Les applaudissements ont résonné dans la salle à moitié vide. En quittant la scène, mon cœur était un étrange mélange de fierté envolée et de solitude écrasante. J'ai instinctivement scruté le public à la recherche de ma famille, un réflexe stupide et enfantin. Les sièges étaient vides. J'ai pris l'autobus pour rentrer à la maison, le trophée étant un poids solide et réconfortant dans mon sac à dos. En remontant l'allée, le son des rires et de la musique m'a envahi. La fête battait son plein. Michael tenait court, entouré de parents adorateurs. Mes parents circulaient, leurs visages rouges de fierté. Je suis entré dans la cuisine, un fantôme à la propre fête de mon frère. J'ai trouvé ma mère près de la table du traiteur. « Maman, dis-je, tendant le trophée. J'ai gagné. » Elle y jeta un coup d'œil, son esprit clairement ailleurs. « Oh, c'est merveilleux, chérie. Un vrai trophée. Maintenant, pourriez-vous être un ange et prendre un autre sac de glace du congélateur du garage? Nous en manquons. » Je suis resté là, sans voix. J'ai regardé mon père. Il était engagé dans une conversation profonde avec mon oncle Jim, un homme qui vénérait mon père et partageait ses opinions sur tout. Mon père a croisé mon regard pendant une seconde, a fait un signe de tête sommaire vers le trophée, puis s'est tourné vers sa conversation. Plus tard dans la nuit, longtemps après le départ du dernier invité et que la maison était calme, je suis allé chercher mon trophée. Je l'avais laissé sur le comptoir de la cuisine, un monument à ma victoire creuse. Il n'était pas là. J'ai fouillé la salle à manger, le salon, rien. Une froide appréhension a commencé à s'insinuer dans mon estomac. Je suis entré dans le bureau de mon père. Et il était là, assis sur son immense bureau en cuir. Sa fière forme dorée était utilisée comme presse-papier. Il maintenait une pile de revues médicales, leurs titres proclamant l'importance de son monde. Ma victoire, ma fierté, la manifestation physique de mon talent, étaient littéralement et au figuré enfouis sous le poids de son succès. Je ne l'ai pas confronté. Je n'ai pas crié. Quel était l'intérêt? Le message était sans ambiguïté. J'ai discrètement sauvé mon trophée, je l'ai rapporté dans ma chambre et je l'ai placé au fond de mon placard derrière une pile de vieux chandails. Mais la trahison ultime, l'acte qui n'était pas né de l'ignorance, mais d'une malice calculée, était encore à venir. J'avais postulé à mes écoles de rêve, MIT, Stanford, le programme d'ingénierie de Northwestern. J'avais mis tout mon cœur dans les demandes. Mais au fur et à mesure que le printemps avançait, seul le silence et de minces lettres de rejet de mes écoles de sécurité sont arrivées. La déception était une douleur physique. J'ai commencé à y croire. J'ai commencé à croire qu'ils avaient raison depuis le début. J'étais un échec. Je me suis résigné à mon sort, quelques années au collège communautaire local, puis peut-être un emploi dans le soutien informatique, comme il l'avait toujours prédit. La vérité a éclaté un dimanche après-midi tranquille. J'aidais mon père à sauvegarder son vieil ordinateur de bureau, une tâche que j'avais faite une douzaine de fois. Tout en exécutant un diagnostic, je suis tombé sur un dossier protégé par mot de passe au plus profond de son répertoire d'utilisateurs. Il était étiqueté admin. Mon père était maladroit avec la technologie. Il utilisait souvent le même mot de passe pour tout. Michael 1. J'ai essayé.
Le dossier s'est ouvert. À l'intérieur se trouvait un sous-dossier étiqueté simplement Daniel. Mon cœur a commencé à battre la chamade. Je l'ai ouvert. 3 fichiers PDF. J'ai cliqué sur le premier. Le logo du MIT s'est matérialisé à l'écran. Mes yeux ont parcouru le texte, mon cerveau luttant pour traiter les mots. C'est avec grand plaisir que je vous offre une place, bourse au mérite du doyen. Mes mains tremblaient. J'ai ouvert le fichier suivant. Stanford a accepté. Le troisième, Northwestern Engineering. La bourse complète. Ils étaient tous datés de 2 mois auparavant. Ils ne m'avaient pas rejeté, ils voulaient de moi. Un besoin frénétique et désespéré de toute la vérité m'a saisi. Je me suis reconnecté à son compte de messagerie. Michaelin. Je suis allé à la barre de recherche et j'ai tapé admission@mi.edu, et il était là, le véritable courriel d'acceptation. Et juste à côté, un filtre de courriel, une règle simple, élégante et cruelle. Tout courriel provenant des bureaux des admissions de ces 3 universités devait être immédiatement marqué comme lu et déplacé vers un dossier d'archives caché. Mais il ne s'était pas arrêté là. Dans son dossier de brouillon, j'ai trouvé leur chef d'œuvre, 3 lettres de rejet parfaitement rédigées, au ton formel, une pour chaque école. Ils avaient copié l'entête officielle, imité la langue, dans son dossier d'éléments envoyés, j'ai vu qu'il avait transmis ces faux à mon adresse de courriel. Ils ne m'avaient pas seulement permis de croire que j'étais un échec, ils avaient méticuleusement construit l'illusion. Ils avaient construit une prison de rejet autour de moi et m'avaient remis la clé, me disant que c'était la clé de ma propre cellule. Je suis sorti du bureau, le monde basculant sur son axe. Je les ai trouvés dans le salon en train de lire le journal du dimanche. Je ne pouvais pas parler. J'ai juste tendu mon téléphone affichant la capture d'écran de la véritable lettre d'acceptation du MIT. Ma mère l'a regardée, et son visage n'a pas montré une lueur de surprise. Elle a simplement soupiré, un long hélas soupir de désagrément. Daniel, nous avons fait ce qui était le mieux pour toi. Nous te protégions d'un monde que tu n'es pas équipé pour gérer. Me protéger? Ma voix était un murmure étranglé. Vous avez détruit mon avenir parce qu'il ne ressemblait pas au vôtre. Vous m'avez laissé vivre pendant des mois en croyant que je ne valais rien. Mon père baissa son journal, son visage un masque d'autorité froide. Nous vous avons donné toutes les occasions. Nous avons investi tout dans le fonds collégial de Michael, son avenir, un avenir réel et tangible. Nous ne gaspillerons pas de l'argent sur un diplôme en informatique qui mènera à un emploi sans avenir. Si vous voulez poursuivre ce fantasme contre notre jugement, vous pouvez le faire à vos propres frais. Les mots ont résonné dans la pièce silencieuse. C'était un ultimatum, un acte de divorce. Il me coupait de la famille, de ma propre histoire. À ce moment-là, la partie de moi qui avait passé 18 ans à désirer leur approbation, qui s'était tordue en eux en essayant de gagner une seule parcelle de leur fierté, est simplement morte. C'était une mort silencieuse et indolore. Et dans le vide qu'elle a laissé derrière elle, quelque chose de nouveau a pris racine, quelque chose de dur, de froid et de clair. Je me suis retourné et suis retourné à ma chambre sans dire un autre mot. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas fulminé. J'ai juste ressenti une clarté profonde et libératrice. Il avait raison. Je le ferai à mes propres frais. Et je passerai le reste de ma vie à prouver qu'ils ont tort. Les 2 années suivantes ont été les plus difficiles et les plus enrichissantes de ma vie. La frontière entre le jour et la nuit s'est estompée en une longue et continue corvée. Nous avons officiellement fondé Techvision AI. Notre siège social mondial était l'appartement exigu d'Ethan au 2e étage. Le salon était notre bureau, la cuisine notre salle de pause et la chambre unique était l'endroit où nous nous effondrions pendant quelques heures lorsque nous ne pouvions plus garder les yeux ouverts. Nous avons recruté nos premiers employés parmi nos classes, Tyler Washington, un génie tranquille qui pouvait construire et gérer l'architecture des serveurs dans son sommeil, Marcus Chin, un concepteur UX/UI obsédé par le fait de rendre la technologie humaine et intuitive, et la jeune sœur d'Ethan, Lisa Rodriguez, une vendeuse née avec un sourire radieux et une volonté de faire. Elle a quitté son emploi de directrice de magasin à rayon pour devenir notre équipe de vente, de marketing et de développement des affaires à elle seule. Elle croyait en nous-mêmes lorsque nous croyions à peine en nous-mêmes. Notre budget était inexistant. Nous vivions d'un régime de ramen en vrac, de beurre d'arachide et du pur frisson enivrant de la création. Chaque dollar que nous grattions de nos petits boulots était consacré au coût des serveurs ou à l'achat d'équipements d'occasion. Nous étions une petite équipe débrouillarde, une bande de marginaux unis par une seule idée folle.
Les rejets étaient brutaux. Nous avons créé une présentation soignée et avons commencé à faire le tour des investisseurs providentiels et des sociétés de capital risque à Chicago. Ce fut une série de leçons d'humiliation. Nous entrions dans des salles de conseil étincelantes, ressemblant à des étudiants privés de sommeil, et présentions notre projet avec passion à des hommes en costume coûteux qui nous regardaient avec des yeux calculateurs et ennuyés. C'est une idée intelligente, les garçons, nous dit un investisseur particulièrement suffisant, en tapotant son stylo en or sur son bureau. Mais vous êtes des alevins qui nagent dans un bassin de requins. Syncon Technologies. Ils possèdent l'espace. Ils ont des équipes de centaines d'ingénieurs, des brevets massifs. Qu'avez-vous? Une solution meilleure et plus élégante, dis-je, la mâchoire serrée. Il sourit avec suffisance. Les idées ne coûtent rien. L'exécution est primordiale. Revenez quand vous aurez un client payant. Nous sommes sortis de ce bureau, le silence entre nous lourd de défaite. Nous brûlions le peu d'argent qu'il nous restait. La pression était immense. Un soir, après un autre rejet particulièrement dur, l'ambiance dans l'appartement était sombre. Peut-être qu'ils ont raison, dit Tyler doucement, en regardant un écran rempli de codes. Peut-être qu'on se fait juste des illusions. Non, dis-je, ma voix plus forte que je ne l'avais voulu. Tout le monde me regarda. Ils ont tort. Ils pensent que c'est un problème de technologie. Ce n'est pas le cas. C'est un problème de personnes. Ils construisent des systèmes pour les bâtiments. Nous construisons des systèmes pour les personnes dans les bâtiments. C'est ça la différence. Cette nuit-là, j'ai eu une révélation. Nous jouions à leur jeu, le jeu de la collecte de fonds et des présentations. Nous devions changer les règles. Oubliez les investisseurs, annonçai-je le lendemain matin. Nous allons trouver un partenaire, une personne qui ressent la douleur que nous essayons de résoudre chaque jour, et nous allons lui donner notre système gratuitement. Ethan me regarda comme si je venais de suggérer de mettre le feu à nos serveurs. Le donner, Daniel? Dans 2 semaines, on nous coupe l'électricité. Un programme pilote gratuit, clarifiai-je, mon esprit cherchant un bâtiment de prestige. Nous prouvons que ça marche. Nous obtenons une étude de cas solide avec des données réelles, et ensuite nous avons quelque chose à vendre. Nous arrêtons de vendre une idée et commençons à vendre un résultat. C'était un pari énorme. Nous misions toute l'entreprise sur un seul coup de dé. Lisa, notre intrépide chef des ventes, passa la semaine suivante au téléphone. Elle recherchait un profil spécifique, un gestionnaire immobilier d'un grand bâtiment ancien mais prestigieux, quelqu'un connu pour être innovant mais qui menait une bataille perdue d'avance contre des infrastructures vieillissantes et des coûts croissants. Elle trouva Janet Chin. Janet gérait le Chamberlain, un monument historique de 50 étages au cœur du Lope. C'était un magnifique chef-d'œuvre art déco, mais il était notoirement inefficace. Nous savions grâce aux archives publiques que ses coûts énergétiques étaient presque le double de ceux d'un bâtiment moderne de sa taille. Obtenir le rendez-vous fut un miracle. La convaincre fut une bataille. Nous étions assis dans son bureau impeccable, tous les 3 ressemblant à des enfants dans le bureau du directeur. Janet Chin était une femme formidable dans la cinquantaine avec des yeux perçants qui semblaient voir à travers notre enthousiasme nerveux. Elle écouta toute notre présentation sans interruption, les doigts joints sous son menton. Quand nous eûmes terminé, un long silence plana dans l'air. « Laissez-moi bien comprendre, dit-elle finalement, sa voix sèche. Vous 2 garçons et votre sœur voulez que je vous donne, à vous 3 personnes sans expérience et sans financement, un accès complet aux systèmes opérationnels de base de mon bâtiment de 500 millions de dollars? Oui, dis-je. Vous voulez installer votre logiciel non testé dans mon système de chauffage, de ventilation et de climatisation, ma sécurité, mon réseau électrique? C'est ça le plan? Ethan intervint avec un peu trop d'entrain. Et que se passe-t-il? Se pencha-t-elle en avant, les yeux plissés, quand votre petite expérience plante? Quand elle bloque 3000 personnes hors de leur bureau un lundi matin, ou coupe le chauffage au milieu d'un blizzard à Chicago. Qui dois-je poursuivre en justice dans ce cas? C'était le moment, la question décisive. Ça ne plantera pas, dis-je, ma voix ferme, remplie d'une certitude que je ne ressentais pas entièrement. Mais si ça arrive, nous serons là. Nous vivrons physiquement dans votre chaufferie pendant toute la durée de l'essai de 3 mois. Nous ne dormirons pas. Nous ne partirons pas. Nous ne vous laisserons pas échouer. C'est ma promesse. Janet Chin me fixa pendant 1 minute entière. Elle ne regardait plus notre technologie, elle me regardait moi.
Elle évaluait mon caractère, ma détermination. C'était une femme d'affaires avisée, et je pense qu'elle a reconnu la seule chose que nous avions plus que n'importe lequel de nos concurrents, un pur désespoir. Nous n'avions pas d'autre choix que de réussir. Très bien, dit-elle, si soudainement que cela me coupa le souffle. Vous avez 90 jours. Le premier problème majeur, la première plainte sérieuse d'un locataire, et vous êtes dehors, et vous aurez des nouvelles de mon avocat. Sommes-nous d'accord? Parfaitement clair, dis-je, un sourire perçant finalement ma façade nerveuse. Ces 90 jours furent un flou. Nous avons tenu ma promesse. Nous avons installé notre atelier dans un petit débarras poussiéreux au sous-sol du Chamberlain, juste à côté de la chaufferie. Nous avons vécu et respiré ce bâtiment. Nous avons cartographié chaque circuit, appris chaque particularité de l'ancien système de chauffage, de ventilation et de climatisation, et mémorisé les itinéraires des patrouilles de sécurité. Nous n'installions pas seulement un logiciel, nous réalisions une opération à cœur ouvert sur un géant de 50 étages. Le jour où nous sommes passés en direct fut terrifiant. Nous nous sommes rassemblés autour de notre centre de commandement de fortune au sous-sol, en regardant les flux de données sur nos écrans. Pendant les premières heures, ce fut le chaos. Des alarmes que nous n'attendions pas, des données qui n'avaient pas de sens. Mais ensuite, lentement, l'IA a commencé à apprendre. Nous l'avons vu éteindre les lumières sur 3 étages vides. Nous l'avons vu ajuster le flux d'air du côté ensoleillé du bâtiment. Nous l'avons vu signaler une petite chute de pression intermittente dans une conduite d'eau au 47e étage, une fuite complètement invisible, qui serait passée inaperçue pendant des mois jusqu'à ce qu'elle cause une défaillance catastrophique. Nous regardions notre création prendre vie. À la fin des 90 jours, Janet Chin nous convoqua dans son bureau. Elle ne sourit pas. Elle se contenta de tourner l'écran de son ordinateur vers nous. Sur l'écran se trouvait un tableur. Voici les données, dit-elle, son ton purement professionnel. La consommation d'énergie a baissé de 43%. Cela représente une économie nette de plus de 60 000 $ pour le trimestre. Les plaintes des locataires concernant les irrégularités de température ont diminué de 90%. Et ceci, dit-elle en pointant une ligne de son équipe de maintenance, et le rapport sur cette conduite au 47e étage. Ils ont trouvé un joint corrodé exactement là où votre système l'indiquait. L'ingénieur en chef estime qu'il aurait cédé dans les 6 prochains mois. Une défaillance comme celle-là aurait inondé 3 étages. La réparation et les dégâts des eaux auraient coûté près d'250 000 $ à ce bâtiment. Votre système ne m'a pas seulement fait économiser de l'argent, il m'a sauvé d'une catastrophe. Elle se pencha finalement en arrière dans sa chaise et s'autorisa un petit sourire satisfait. Alors, parlons d'un vrai contrat. Et il se trouve que je suis au conseil d'administration d'une association nationale de gestion immobilière. Je pense qu'il y a quelques personnes qui ont besoin d'entendre parler de ce que vous avez fait ici. C'était ça. C'était la percée. Janet Chin est devenue notre championne. Ses données impeccables et sa recommandation sterling valaient mieux que n'importe quel financement en capital risque. En 6 mois, nous avions des contrats pour 10 bâtiments supplémentaires. En 1 an, nous opérions dans 3 villes différentes. Nous avons finalement emménagé dans un vrai bureau, embauché une vraie équipe et commencé à nous verser un vrai salaire. J'étais tellement plongé dans le travail, tellement obsédé par la construction et la croissance, que mon ancienne vie me semblait être un rêve lointain. J'étais un fantôme pour ma famille, et je préférais ça ainsi. Quand Michael m'a appelé pour me dire qu'il était fiancé à une avocate nommée Sarah Parker, j'étais heureux pour lui, mais cela ressemblait à des nouvelles d'un autre pays. J'ai promis d'être au dîner de fiançailles, sans jamais imaginer que l'avocate intelligente et prospère que mon frère allait épouser était un acteur clé de la société qui, à ce moment précis, préparait secrètement une offre à 9 chiffres pour racheter tout mon monde. Sortir sur le Magnifique Smile ce soir-là fut une expérience surréaliste. La ville était pleine de lumière et de mouvement, mais j'avais l'impression de me déplacer dans un rêve. L'air frais de Chicago me frappa au visage, un contraste saisissant avec l'atmosphère suffocante du restaurant. Je n'étais pas triomphant, je n'étais pas vengeur, j'étais juste vide. La rage qui avait été mon moteur pendant si longtemps s'était consumée dans cette confrontation finale et brutale. Et à sa place, il y avait un vaste et tranquille calme. J'avais dit tout ce qui devait être dit. La vérité était révélée, un animal sauvage libéré, et je n'avais aucune idée de ce qu'elle ferait ensuite. Je n'ai pas pris de taxi, je ne suis pas rentré chez moi. J'ai juste marché. J'ai marché pendant des heures sans destination précise. J'ai marché vers le sud à travers les canyons du Lop,
devant les imposants bâtiments qui étaient les monuments de la réussite d'autres personnes. Beaucoup d'entre eux allaient bientôt fonctionner grâce à ma technologie, leurs systèmes internes gérés par le code que j'avais écrit dans un appartement exigu pendant que la ville dormait. J'étais le fantôme dans la machine, et je venais de me révéler. Et maintenant? Mon téléphone vibra dans ma poche, une vibration persistante et agaçante contre ma jambe. Je le sortis. Une série d'appels manqués et de textos. Michael, Dan, je suis tellement désolé. Je n'en avais aucune idée. S'il te plaît, appelle-moi. Maman, Daniel, nous devons parler. S'il te plaît, reviens. C'est un malentendu. Michael, je suis un idiot complet. J'ai honte. S'il te plaît, dis-moi juste que tu vas bien. Maman, Daniel, ton père est bouleversé. Tu as causé une scène terrible. Ce dernier. Tu as causé une scène terrible. Même maintenant, après tout, elle présentait cela comme de ma faute. Ma vérité était un inconvénient, un faux pas social. Je fixai le message, un sourire amer touchant mes lèvres. Certaines choses ne changeraient jamais. J'éteignis le téléphone et le remis dans ma poche. J'avais besoin de silence. Quelques jours passèrent dans le flou. Je ne quittais pas mon appartement. J'ai commandé de la nourriture, regardé des films et essayé de comprendre le changement tectonique qui s'était produit dans ma vie. Le 3e jour, on frappa à ma porte, un coup hésitant, incertain, pas le toc confiant d'un livreur. Je regardai par le Judas. C'était mon père. Un choc de l'ancienne colère me traversa. J'ai failli ne pas ouvrir la porte, mais ma curiosité, et peut-être une lueur de quelque chose d'autre, l'emporta. Je déverrouillai le verrou et ouvris la porte. Il avait l'air terrible. Il était vêtu d'un simple pull et d'un pantalon décontracté, pas de son habituel costume impeccablement taillé. Il avait l'air plus petit, plus vieux. L'autorité inébranlable qu'il projetait toujours avait disparu, remplacée par un regard fatigué et creusé. Ses yeux étaient injectés de sang. « Puis-je entrer » demanda-t-il. Sa voix était calme, dépouillée de sa confiance habituelle. J'hésitai un instant, puis m'écartai. Il entra dans mon petit appartement soigné, ses yeux observant lentement tout ce qui s'y trouvait. Il regarda la bibliothèque, remplie de manuels de programmation et de livres de science-fiction. Il regarda le tableau blanc massif qui couvrait un mur, encore recouvert des diagrammes fanés de notre dernier projet. Il regarda les meubles simples et fonctionnels. C'était la première fois qu'il mettait les pieds dans mon monde. « C'est sympa », dit-il, les mots sonnant creux et maladroits dans la pièce silencieuse. Nous restâmes silencieux pendant un long moment, l'air chargé d'histoires non dites. Finalement, il se tourna vers moi, son regard rempli d'une profonde et douloureuse confusion. « Je ne comprends pas ton monde, Daniel, » dit-il, sa voix à peine un murmure. Il s'affaissa sur mon petit canapé comme si ses jambes ne pouvaient plus le soutenir. J'essaie depuis 3 jours de comprendre. 300 millions de dollars n'est qu'un chiffre, ça ne marche pas. Dans mon monde, le succès, c'est tangible. C'est un diplôme sur le mur. C'est un article publié dans le New England Journal of Medicine. C'est une vie que tu sauves sur une table d'opération. Ce que tu fais, fit-il un geste vague vers le tableau blanc, ce ne sont que des lumières et des symboles sur un écran pour moi. C'est plus que ça, papa, dis-je doucement. Je le sais maintenant, dit-il, en secouant la tête, un geste de profonde lassitude. Cette femme, Janet Chin, une femme que j'admire de loin depuis des années. Elle te regarde comme si tu avais décroché la lune. Et moi, je te regardais et je voyais un garçon qui jouait à des jeux, qui gaspillait son potentiel. Il baissa les yeux sur ses mains, les mains du chirurgien qui était sa fierté et son identité. Ta mère et moi, nous avions tort. Ce que nous avons fait avec ces lettres, il n'y a pas d'excuse. C'était impardonnable. C'était né de la peur, ma peur. J'attendis, ne disant rien, le laissant trouver les mots. J'avais un ami à la faculté de médecine, commença-t-il, sa voix distante, voyageant dans le temps. Il s'appelait David. Il était brillant, un naturel, le meilleur de notre classe, mais il ne voulait pas être médecin. Il voulait être musicien, auteur-compositeur. Sa famille, une longue lignée de médecins, l'a renié. Ils l'ont complètement coupé. Je l'ai vu 10 ans plus tard. Il jouait de la guitare pour gagner quelques pièces de monnaie dans une rue de San Francisco. Il était fauché. Sa femme l'avait quitté.
Sa santé déclinait. C'était un fantôme. Tout ce potentiel, toute cette brillance, juste disparu, gaspillée. Et j'ai juré que je ne laisserais jamais ça arriver à mon fils. Il leva finalement les yeux vers moi, ses yeux suppliants. Je pensais te protéger de ça. Je pensais que ton truc d'ordinateur était la même chose que sa guitare, un chemin vers l'échec et la déception. J'avais tellement peur que tu échoues que je ne t'ai jamais donné la chance de réussir. J'ai essayé de te forcer à suivre un chemin que je comprenais, un chemin que je savais sûr. C'était la chose la plus vulnérable et la plus honnête qu'il m'ait jamais dite. Cela n'effaçait pas les années de négligence. Cela n'excusait pas le sabotage délibéré et cruel. Cela n'annulait pas la douleur. Mais c'était une raison imparfaite, égoïste, terriblement humaine. Pour la première fois, je le vis non pas comme le docteur Johnson monolithique et tyrannique, mais comme un homme aveuglé et paralysé par ses propres peurs. J'apprécie que tu me dises ça, dis-je. Et à ma propre surprise, je le pensais. Je ne te demande pas ton pardon, dit-il rapidement, levant une main. Je sais que je ne le mérite pas. Je ne me pardonnerai pas. Je demande une chance de comprendre. Je veux que tu m'expliques. Ton travail, tout ça. Depuis le début, je veux apprendre. C'était un drapeau de trêve agité depuis un champ de bataille qu'il avait lui-même créé. Une partie de moi, le garçon blessé de 18 ans qui vivait encore en moi, avait envie de ricaner, avait envie de dire « il est trop tard ». Tu as eu ta chance. Mais en regardant l'homme brisé sur mon canapé, je réalisais que garder cette colère ne ferait que me maintenir attaché au passé qu'il avait créé. La vengeance était une prison, et je venais d'être libéré. Je n'allais pas retourner dans une autre cellule. D'accord, papa, dis-je, en tirant une chaise et en m'asseyant en face de lui. D'accord, tout a commencé avec une idée sur les bâtiments. Cette conversation n'a pas tout arrangé. Elle n'a pas guéri comme par magie une vie de blessures, mais c'était un début. C'était la première pierre provisoire posée sur une longue et incertaine route vers quelque chose de nouveau. La dynamique du pouvoir entre nous avait changé à jamais. Je n'avais plus besoin de rien de lui, mais pour la première fois de sa vie, il me demandait quelque chose, une chance de voir son fils pour ce qu'il était vraiment. Un an après l'acquisition, je me tenais sur le balcon de mon appartement. C'était la même vue imprenable que j'avais vue depuis le restaurant, mais elle était complètement différente maintenant. Ce n'était plus un symbole d'un monde dont j'étais exclu, un monde que je ne pouvais regarder qu'à travers une vitre, c'était juste ma ville, ma maison. Les lumières des bâtiments scintillaient en contrebas, un vaste réseau interconnecté, un système vivant pulsant d'énergie. Et je savais, avec un sentiment de paix tranquille et profond, que j'avais aidé à construire une petite partie de son système nerveux. Je n'étais plus un fantôme, je faisais partie de l'architecture. Ma relation avec ma famille avait trouvé un nouvel équilibre fragile. Nous avons commencé une tradition de dîner mensuel, non pas dans des restaurants chics et sans âme, mais dans mon appartement ou chez mes parents. Ils étaient souvent encore un peu maladroits, pleins de questions hésitantes et de réponses prudentes, mais ils étaient honnêtes. Mon père me posait des questions sur mon travail avec la fondation, et il écoutait vraiment, son front plissé en concentration alors qu'il essayait de comprendre le monde de la philanthropie à risque. Ma mère, à mon infini étonnement, avait commencé à offrir bénévolement son expertise juridique pour aider des organisations à but non lucratif à des milliers de kilomètres de ses clients habituels. Elle essayait, à sa manière, de trouver un but au-delà d'un chèque de paie. Sarah et Michael se sont mariés lors d'une belle cérémonie dans les jardins botaniques. Je me tenais à côté de mon frère en tant que son témoin. Dans son discours, il n'a pas raconté d'histoire d'enfance embarrassante. Il a parlé de l'avenir. Il a parlé d'apprendre de son frère aîné que les chemins les plus fructueux dans la vie ne sont pas ceux qui sont tracés pour vous, mais ceux que vous avez le courage de construire vous-même, brique après brique douloureuse. Il m'a regardé en le disant, ses yeux remplis d'un respect qui était plus précieux que n'importe quel héritage. Mes parents, assis au premier rang, ont applaudi, leur visage affichant un mélange complexe de fierté et d'une tristesse tranquille et persistante pour toutes les années qu'ils avaient perdues. Ce soir-là sur le balcon, mon téléphone vibra avec un nouveau message. C'était une photo de Michael. Elle le montrait, lui et mon père, debout dans un laboratoire d'hôpital. Ils étaient côte à côte, tous les deux en blouse, souriant à l'appareil photo et pointant un grand écran affichant une image 3D complexe d'un cerveau humain. Le texte en dessous disait « Le nouveau logiciel d'imagerie chirurgicale utilise un algorithme d'apprentissage automatique pour prédire les marges tumorales.
Ça m'a fait penser à toi. C'est assez incroyable. Fier de toi, frangin. Un vrai sourire, simple, illumina mon visage. C'était ça. C'était la validation que j'avais inconsciemment désirée toute ma vie. Elle ne s'est pas manifestée par un virement bancaire à 9 chiffres, elle ne s'est pas manifestée par une couverture de magazine. Elle s'est manifestée par un simple texto de mon frère, un moment partagé d'enthousiasme ringard, une connexion entre son monde et le mien. Il ne s'agissait pas de pardon, pas complètement. On n'oublie pas les cicatrices. Elles font partie de vous, une carte de là où vous avez été. Mais vous pouvez apprendre à vivre avec elles. Vous pouvez les laisser être un rappel, non pas de la douleur, mais de votre propre force à guérir. Le besoin lancinant de leur approbation, la colère brûlante qui m'avait alimenté pendant si longtemps, le sentiment profond d'être moins qu'eux. Tout avait disparu, emporté. Je n'étais pas le bizarre geek informatique dans la chambre, je n'étais pas le PDG à 300 millions de dollars sur un magazine. J'étais juste Daniel. Et pour la première fois de toute ma vie, debout là sous le vaste ciel étoilé, cela me semblait suffisant, me semblait tout. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle vous a touché d'une manière ou d'une autre. C'est un voyage étrange et souvent douloureux que de comprendre qui vous êtes lorsque les personnes les plus proches de vous ont une image complètement différente en tête. C'est une bataille pour que votre propre vérité soit vue et respectée. Avez-vous déjà eu l'impression de devoir vous battre pour être vu pour qui vous êtes vraiment? Ou peut-être étiez-vous celui qui avait du mal à voir le vrai potentiel de quelqu'un d'autre? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Je les lis tous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer la suite.